quoi? C'est tout simplement le Covid et le diabète. Alors, quand on parle Covid et diabète, c'est une pathologie qu'on ne connaissait pas. Sur Covid-19, on ne connaît pas. Et puis, les retentissements sur le diabète aussi, ça ne nous a jamais parlé, jusqu'à ce qu'il y ait les fameuses cohortes, la cohorte de Wuhan et la dernière cohorte, donc celle que je vous présente, celle-là, c'est la cohorte française qu'on appelle la Coronado Study. Donc, la première des choses, comme vous voyez, c'est que les patients qui sont diabétiques et qui ont eu donc à avoir été atteints de cette pathologie-là, donc la première des choses, c'est le BMI élevé, c'est-à-dire l'obésité était le premier facteur de risque. Le deuxième facteur de risque de mortalité dans les 7 jours suivants l'hospitalisation, c'est l'âge. Donc, on avait un autre ratio très élevé. Donc, plus on était âgé et plus on avait des complications macrovasculaires, c'est-à-dire des atteintes cardiovasculaires ou autres. C'est là où on avait plus de risques d'avoir à risquer un peu la mortalité. Donc, voici les deux principales choses à connaître. Par ailleurs, la cohorte, comme vous voyez ici, la cohorte de Wuhan, donc cette étude rétrospective, alors on ne sait pas au juste réellement est-ce que c'était le nombre requis, est-ce que les Chinois ont donné réellement leur nombre ou pas, mais c'était la première cohorte qui pouvait nous renseigner sur cette pathologie-là et surtout sur le risque chez les patients diabétiques. Et dans ce cadre-là, les Chinois nous ont appris une chose. Ils nous ont appris tout simplement que le risque de diabète était rencontré donc, chez les patients qui étaient infectés. Et de surcroît, donc j'arrive pas à faire passer mes slides, je ne sais pas s'il y a un problème. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes en train de m'entendre ou pas? S'il vous plaît. Bon, je continue, c'est pas un problème. Donc, la cohorte chinoise nous a appris donc que les facteurs de risque étaient l'hypertension artérielle, qui était un marqueur de haut risque dans le cadre du Covid, mais il y avait aussi à savoir qu'il y avait un risque majeur aussi chez les patients qui utilisaient des ARA2 et des IEC, essentiellement. Donc, le système rénine-angiotensine avait un... Très bien. Bon, on me dit qu'on m'entend. Eh ben, c'est très bien, ça me fait plaisir. Donc, le système rénine-angiotensine était donc impliqué dans la pathologie. Comment? Tout simplement par le biais de l'enzyme de conversion. Vous connaissez l'enzyme de conversion qu'on connaît tous, c'est-à-dire avec laquelle on bloque avec les ARA2 et les IEC. Il existe l'enzyme de conversion de type 2. C'est écrit ACE2, comme vous le voyez ici. Cet ACE2 est, si vous voulez, une bonne enzyme de conversion qui permet de protéger sur le plan cardiovasculaire et sur le plan donc, de l'hypertension artérielle. Or, cette enzyme-là existe et c'est par son biais que le virus pénètre dans l'organisme. Donc, la pénétration dans le poumon par le biais des récepteurs de l'enzyme de conversion, donc l'enzyme de conversion de type 2, la CE2. Et donc, les personnes qui étaient hypertendues présentaient une forme plus importante. Donc, 40% avaient des formes sévères. Et donc, ces formes sévères étaient hypertendues. Donc, l'hypertension artérielle était un facteur de risque. Et 20% étaient diabétiques. C'est à partir de là qu'on commençait un peu à s'intéresser à cette association hypertension artérielle, diabète chez les patients atteints de Covid. À partir de là, il y a eu plusieurs études qui se sont intéressées sur cette fameuse enzyme de conversion de type 2. Je ne vais pas faire le détail qu'on n'aura jamais le temps, mais comme vous le voyez ici, l'enzyme de conversion de type 2 s'exprime un peu partout dans l'organisme, système nerveux central, voie aérienne, cœur, poumon, foie, intestin. Et par le biais de l'intestin, c'est la pénétration qui se fait le plus. Donc, là, dans la pathogénie donc de la pénétration du Covid se fait par le biais des récepteurs de l'enzyme de conversion de type 2 au niveau intestinal. Et donc, ça part au niveau intestinal, comme vous voyez dans ce schéma, ça augmente l'inflammation, la transmission, la perméabilité
l'extravasation inflammatoire, ça peut aller aussi sur le plan cardio-pulmonaire, donnant cette chaîne respiratoire aussi, ça peut aller au niveau osseux et même au niveau du système nerveux central. Donc, il y a un processus pro-inflammatoire généralisé par le biais de cette fameuse enzyme de conversion de type 2. Et ceci va entraîner tout simplement une augmentation du stress oxydant, de l'atteinte vasculaire, une diminution de l'insulinosensibilité, donc bref, un état pro-inflammatoire et qui favorise d'ailleurs l'éclosion de diabète de nouveau, de diabète nouveau. Donc, il y a eu beaucoup d'infections Covid qui ont été à l'origine d'apparition de diabète de nouveau. Après, il y a eu l'ADA, donc le meeting, notre meeting phare, si vous voulez, la mecque des diabétologues dans le monde, c'est ce fameux congrès de l'ADA qui s'est passé entre le 12 et le 16 juin. Et on a eu la chance de pouvoir y assister de façon virtuelle. Kima, Durkantuma, vous êtes en train d'y assister. Quand je vous le dis, ce fameux Covid a mis tout le monde sur le même piédestal, c'est-à-dire qu'on pouvait assister à un congrès de façon virtuelle, qu'on soit aux États-Unis ou le problème ne se pose pas. Je vous dis que vous êtes avant-gardiste, même si vous avez des petits couacs comme ça, si vous pensez que ça n'a pas été fait, et soyez vraiment fiers, hein, proud de ce que vous êtes en train de faire, parce que c'est réellement nouveau et vous êtes les premiers à l'avoir fait en Algérie. Donc, s'il y a des petits couacs, si vous entendez des paroleurs, ce n'est pas un problème. Eh ben, c'est arrivé même dans les plus grands meetings. Donc, sur l'ADA, qu'est-ce qu'elle dit l'ADA? Elle a abordé beaucoup de choses. Alors, bon, les nouveautés, il y en a des tonnes. J'ai essayé de mettre à peu près, parce que je ne connais pas l'auditoire, je ne sais pas si c'est un auditoire de spécialistes ou de généralistes, il y a aussi plusieurs spécialités, donc j'essaie un peu de faire passer un message. La première classe qui a arrivé actuellement, qui commence à prendre de l'ampleur, c'est la fameuse classe des glyphlosines. Les glyphlosines, c'est les récepteurs, les inhibiteurs des récepteurs de SGLT2. SGLT2 sont des récepteurs au niveau, des transporteurs au niveau du tube contourné proximal, distal et tube collecteur, au niveau rénal, qui réabsorbe le sodium de façon physiologique. Hein, on réabsorbe le sodium de façon physiologique, sodium-glucose. Et dans ce cadre-là, donc cette classe-là inhibe ce transporteur, donc on va avoir un largage de sucre. Si vous voulez, le sucre qui est réabsorbé physiologiquement ne l'est plus grâce à ce médicament-là, et on ne réabsorbe plus le sucre, donc on perd du sucre, on diminue le glucose. En même temps, on perd du sodium et on diminue un peu la tension artérielle, mais il se trouve que ces médicaments-là, ils diminuent un peu le glucose, mais ils ont eu un attrait terrible sur les complications cardiovasculaires. Pour le cas, par exemple, de l'empagliflozine, hein, c'est un médicament, c'est un nom de médicament qui a fait chuter un peu la glycémie, mais qui a fait protéger contre la mortalité cardiovasculaire d'à peu près 39%. Donc, on fait mieux qu'une statine, on fait mieux qu'un IEC ou un ARA2 avec ces fameux SGLT2. Mais en plus de ces SGLT2, qu'est-ce qu'ils en font? Il se trouve que ces SGLT2 agissent en protégeant contre l'insuffisance cardiaque chez le diabétique. Et maintenant, avec cette fameuse molécule dont on va parler, la dapagliflozine, cette dapagliflozine est utilisée chez les non-diabétiques pour traiter l'insuffisance cardiaque. Donc, vous voyez l'évolution des choses. Et donc, dans ce cadre-là, il y a eu cette fameuse DAPA-HF, comme vous voyez en bas, DAPA Heart Failure, et elle a été présentée par un monument de la diabétologie mondiale, Silvio Inzauchi. Alors, Silvio Inzauchi, donc, est de l'université de Yale, pour vous dire, et il a rapporté donc les résultats sur la protection de l'apparition du diabète, donc de l'incidence du diabète chez les patients qui n'étaient pas diabétiques. Ils vous disent ici que 6% de la population sur 2605 patients étaient censés faire un diabète. Et donc, dans ce cadre-là, 95%, donc ça c'est un peu je ne rentre pas dans le détail, mais regardez le résultat des courses. Le résultat des courses, c'est que l'incidence de new onset type 2, donc les patients de nouveau, hein, qui apparaissent, la courbe bleue, regardez qu'il y avait moins de patients qui ont eu un diabète dans le groupe dapagliflozine par rapport au groupe placebo, et c'était significatif. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a eu une réduction, une diminution de l'incidence du diabète, surtout dans le groupe, regardez en haut, inférieur à 65 ans.
chez cette partie-là, inférieure à 65 ans, regardez, c'était nettement en faveur de la dapagliflozine. Et il y a eu aussi le groupe en insuffisance cardiaque en dosant le pro-BNP. Donc, on avait dans le groupe dapagliflozine moins d'insuffisance cardiaque. Donc, pour la première fois, cette dapagliflozine a réduit de 32% l'apparition du diabète et chez des patients qui étaient censés devenir diabétiques. Donc, c'est tout nouveau, c'est tout chaud, je vous le ramène. Même moi, j'ai été étonné. On ne pensait pas qu'il y avait encore plus que la protection sur le plan insuffisance cardiaque et sur le traitement du diabète. On protège aussi sur l'apparition du diabète de nouveau. Donc, ils vous disent first trial, donc c'est le premier essai de prévention du diabète avec l'SGLT2. Et bien sûr, ceci est très intéressant, surtout qu'il y avait une frange de patients qui étaient prédiabétiques. Et vous savez, le prédiabète, c'est une pathologie au même titre du diabète. Un jour, Inch'Allah, on en reparlera pour vous expliquer ce que c'est que le prédiabète et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans ce cadre-là. Et bien sûr, il y avait moins de mortalité par rapport aux patients qui étaient diabétiques, qui sont devenus diabétiques, il y avait plus de mortalité. Et aussi, la dapagliflozine a réduit la mortalité cardiovasculaire chez les patients avec une insuffisance cardiaque. Donc ça, c'est aussi toujours. Deuxième classe, donc on a parlé des fameux SGLT2. Ces SGLT2, on les a comparés au GLP-1. Les GLP-1, c'est le glucagon-like peptide 1 dans le chef de file actuellement en Algérie. Nous avons une seule molécule qui existe, c'est le fameux liraglutide, hein, qui n'est pas encore remboursé et pour lequel donc on essaye d'avoir, tout le monde essaye d'avoir un peu cette molécule à portée de main parce que dans l'étude LEADER, si vous connaissez le liraglutide, hein, dans l'étude LEADER, il y a eu réduction de la mortalité cardiovasculaire, donc effet de sécurité cardiovasculaire. Donc, ces deux classes, si vous voulez un peu, veulent prendre un peu le dessus. Qui va être le mieux par rapport à l'autre? Les SGLT2 sont bons, les GLP-1 sont très bons, et bien sûr, ils ne peuvent pas être donnés de prime abord, hein, et on verra par la suite, car le chef de file des thérapeutiques qui doit être utilisé, c'est bien sûr la metformine, la fameuse metformine. Donc, à partir de la metformine, on va raisonner, est-ce qu'il y a lieu de donner ces molécules ou ne pas donner ces molécules? Donc, encore une fois, on restera toujours sur la fameuse metformine qui a 60 ans d'âge maintenant. Donc, elle existe, elle est là, on n'en parle plus. Après, on parle sur ces nouvelles molécules et leur avantage chez le patient diabétique. Donc, on a comparé ces deux molécules. Qu'est-ce qu'il y a eu? Donc, comme vous voyez ici, comparaison, je vous évite tous les détails. Donc, ce sont des études donc, rétrospectives sur les critères composites cardiovasculaires de mortalité cardiovasculaire, donc infarctus du myocarde, AVC et toute cause de mortalité cardiovasculaire. Et le critère secondaire, c'est l'insuffisance cardiaque et la mortalité, toutes causes confondues sur le plan cardiovasculaire. Et on a pris les dossiers sources, les patients qui ont été hospitalisés en urgence, et on essaie de comparer donc entre 19 et 89 ans, ceux qui ont eu des SGLT2, ceux qui ont eu des GLP-1 entre 2015 et 2017, et on voit un peu la part des choses, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Résultat des courses, quasiment, pratiquement, c'était du kiff-kiff. Hein. Et ils avaient, que ce soit sur le critère primaire, sauf sur le critère secondaire, sur le plan, regardez, heart failure, donc si vous pouvez regarder le critère, j'ai fait un peu marche arrière pour essayer de vous expliquer, le critère composite secondaire, insuffisance cardiaque, regardez que sur la mortalité cardiovasculaire, ils sont kiff-kiff, mais sur l'insuffisance cardiaque, les SGLT2 l'emportent. Ce sont les médicaments de l'insuffisance cardiaque. Donc, vous voyez, ils ont pris le dessus. Sinon, sur le plan infarctus du myocarde, AVC, insuffisance cardiaque, comme on l'a dit toujours, ça revient à chaque fois donc, positif avec un P significatif. Sur la mortalité totale, c'était quasiment la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on a retenu? On a retenu que sur le plan extra-glycémique et les bénéfices cardiovasculaires, ils étaient quasiment kiff-kiff. Donc, on faisait quasiment la même chose pour l'un ou pour l'autre. Cependant, les SGLT2 ont été gardés plus longtemps par rapport aux GLP-1. GLP-1 qui sont injectés. Jusqu'à maintenant, ils sont injectés et même qui a été, donc actuellement, il y a une forme orale qui a été mise sur le marché international qui va peut-être venir aussi concurrencer cela. Par contre, les SGLT2 donc, sont réellement associés à un faible coût par rapport aux GLP-1 qui sont très chers. Donc, ce sont des médicaments qui sont très chers. Et bien sûr,
le potentiel des SGLT2 sur l'insuffisance cardiaque reste le mieux et le plus, et c'est admis et bien clair. Alors, les nouvelles insulines, actuellement, il y a eu encore du nouveau dans les insulines. On connaissait les insulines courtes, on connaissait les insulines ultra courtes. J'ai pas eu le temps d'en parler parce que c'était trop long. Maintenant, il y a une insuline hebdomadaire, une fois par semaine. On injecte. On connaissait la basale à 24 heures. On avait la basale qui ne faisait que 12 heures. On avait une basale qui faisait presque les 24 heures. Une aglargine qui reste la basale de base, hein, et celle de référence qu'on utilise actuellement, a eu les nouvelles générations telles que l'aglargine U300 et le Degludec. Et maintenant, nous avons la nouvelle insuline. Donc, vous voyez, ça, c'est les différentes insulines qui existent et qui sont actuellement en cours ou bien de développement ou bien actuellement qui existent sur le marché. Et la fameuse insuline hebdomadaire. Donc, cette fameuse insuline a été présentée lors de ce sample-là. Donc, elle a été comparée. Donc, c'est iCodec. iCodec, donc c'est une insuline qui appartient au laboratoire qui fait aussi le Degludec, donc pour ne pas le citer. Et donc, pour éviter tout conflit d'intérêt, et donc ça a été comparé à la glargine U100. C'est normal chez les patients naïfs à l'insuline. Et donc, vous voyez, avec la glargine, on faisait presque voilà, ça a fonctionné très bien. On était à moins 1,2, à peu près moins 1,15. Avec l'insuline hebdomadaire, on faisait moins 1,33 sur le plan de l'HbA1c à la 26e semaine. La moyenne d'HbA1c était quasiment la même, 6,9, 6,7, pratiquement la même chose. Sur le plan pondéral, quasiment on ne prenait pas de poids, hein, comme vous le voyez si bien. Mais sur le plan des hypoglycémies, il y avait une nette tendance à l'hypoglycémie avec iCodec par rapport à glargine. Donc ça, c'est pour le moment les premières études et on verra par la suite ce que les prochaines études vont nous montrer. Donc, encore une fois, une insuline une fois par semaine, vous imaginez ce que ça pourrait faire avancer sur le plan de l'observance thérapeutique. Alors, l'apport de la technologie, on parle beaucoup de technologie. C'est vrai que l'apport de la technologie, actuellement, on peut même anticiper sur les hypoglycémies. Donc, les hypoglycémies, plusieurs niveaux, donc la dangerosité de l'hypoglycémie, hein, comment on définit l'hypoglycémie, comment la détecter et comment la prévenir. Et là, dans ce cadre-là, il y a ce qu'on appelle déjà, si vous connaissez les flash glycémies, hein. Actuellement, la glycémie, c'est comme on place un patch, hein, et on prend comme le téléphone portable et on le fait passer sur le patch et ça nous fait calculer. J'ai perdu mon truc, non, je l'ai retrouvé. Donc, et on gagne sa glycémie, on peut la faire facilement. Donc, ces glycémies en flash, hein, donc, vont générer un journal glycémique et ce journal glycémique, comme vous le voyez ici, il vous donne les very high, donc en orange, les high c'est en jaune, hein, et time in range, donc target range, c'est l'intervalle où il faut être, donc ce qui est en vert, les low et les very low. Et donc à partir de là, ils vous disent que quand on utilise ça, nous avons tout simplement sur real-time continuous glucose monitoring, donc pour ceux qui surveillent, que ce soit en monitorage direct, c'est ce qu'on appelle les CGMS, c'est-à-dire les holters glycémiques ou bien en flash, on pouvait réduire de 72% les hypoglycémies. Vous imaginez ce que c'est quasi terrible. Alors, la technologie réellement peut gérer l'hypoglycémie, mais est-ce que seule, elle peut gérer ça? Seule, oui, ça peut diminuer. Donc, mais avec l'éducation thérapeutique, on peut encore augmenter les chances de réduction. Et donc, comme vous voyez dans cette étude, là, 50% de réduction des hypoglycémies sévères suite à 20 heures d'éducation thérapeutique structurée. Donc, l'éducation thérapeutique, il n'y a pas mieux. C'est l'arme du pauvre, hein, et je suis bien placé pour en parler. Donc, étant donné moi-même que je suis formateur en éducation thérapeutique, pour avoir été formé en éducation thérapeutique, l'éducation thérapeutique peut ramener mieux que n'importe quel appareil. Il suffit d'en faire et de la faire réellement, pas de faire de l'information médicale et dire je fais de l'éducation thérapeutique. Donc, regardez, le problème qui se pose concernant la technologie, c'est bien beau, mais ce n'est pas tout le monde qui a accès. Donc, il y a un programme d'éducation thérapeutique et de support qui existe et il a été remarqué que seuls 18% des personnes pouvaient avoir Internet. Ça, c'est dans le monde, hein.
et que les smartphones, c'est pas tout le monde qui pourra se permettre un smartphone. Même si en Algérie, tous les jeunes hommes ont ce smartphone-là, mais c'est pas évident donc de pouvoir en avoir et de pouvoir avoir la connexion pour pouvoir profiter de ces devices et de ces technologies-là. Et donc, dans ce cadre-là, en parlant toujours de technologie, le temps passé dans les objectifs glycémiques, c'est ce qu'on appelle le time in range. Et dans ce cadre-là, comme vous voyez ici, les limites de l'HbA1c, l'HbA1c c'est bien, 7%, ça peut être quoi? Ça peut être, regardez, des glycémies qui montent et qui descendent. Ça peut être aussi des glycémies qui sont dans l'intervalle. Et donc, le time in range, c'est ça. C'est ce qu'on appelle maintenant le tire et c'est ce qu'on utilise le plus actuellement, mieux que la glycémie capillaire. Eh bien, il a été défini un time in range chez la personne, la population normale, entre 0,70 et 1,80 g. Il a été, dans ce dernier congrès, adapté à la femme enceinte. Et dans ce cadre-là, ils vous disent que chez la femme enceinte, le time in range, c'est entre 0,63 et 1,40 g. C'est le time in range où la femme enceinte devrait être mise dans ce cadre-là. Donc, voilà pour ça. L'alimentation, on termine avec ça. La haute teneur en fibres chez les patients diabétiques de type 2, ils vous disent, regardez ici, quand vous voyez manger très gras, 400 kilocalories, c'est très peu. On a toujours faim. Quand on mange un beefsteak de 400 kilocalories, donc on a toujours faim. Mais si on mange des légumes, vous voyez, 400 kilocalories de vegetables, donc ça donne réellement tout ce qui est alimentation donc végétale, bon, pour les véganes et autres, ces régimes-là, ça peut entraîner beaucoup d'avantages, entre autres une baisse de 45% de la mortalité et de 39% de la pathologie cardiovasculaire. All cause of mortalité, donc toutes les causes, c'est 45% et mortalité cardiovasculaire de 39%. Alors, je reviens sur le consensus de l'ADA et de l'ASD qui est toujours en cours et c'est le standard of care de l'ADA de 2020. Regardez en haut, en lettres claires et nettes, first line therapy is metformin and comprehensive lifestyle. Donc, là, le mode de vie est la metformine d'abord et avant toute chose. Et après cela, nous ne pouvons que faire une éducation thérapeutique adaptée. Ces molécules-là nouvelles sont très bien, elles sont prometteuses, mais pour avoir accès à cela, il faut d'abord utiliser les moyens de base. Une bonne éducation thérapeutique restera la solution. Je vous remercie de votre attention.